Je m'appelle Valentin Maison, je suis interne de néphrologie en 5e semestre actuellement. Je suis en stage en réanimation médicale à Orléans et je suis issu de la faculté de médecine de Tours. Mon cursus, en fait, je suis originaire de la ville de Chartres, de la région centre. J'avais la possibilité de partir sur Paris, mais finalement, pour diverses raisons, je suis venu à la faculté de médecine de Tours. Donc j'ai suivi tout mon cursus, ma L2, L3, mon externat ici. Et puis j'ai décidé à l'internat, j'ai passé le concours évidemment. Et puis j'ai décidé de prendre la néphrologie, qui était l'aspect qui m'attirait le plus. La petite particularité que j'ai dans mon cursus, c'est que j'ai fait un master en sciences humaines. Donc j'ai eu la chance d'être le premier du programme Histoire-Médecine avec Conchita Penotto. Et donc j'ai fait le master 2 Genèse de l'Europe moderne en parallèle de mes études de médecine, c'est-à-dire que j'ai pas pris d'année supplémentaire. Et ça m'a permis en fait d'avoir vraiment un double cursus médecine sciences humaines qui était passionnant et qui me servira dans le futur, j'en suis certain. Alors, en néphrologie, la phase SOG commence par à la fois un stage de néphrologie et un stage de réanimation. Ça, c'est ce qui est marqué dans les textes, si possible une réanimation médicale évidemment, plutôt qu'une réanimation chirurgicale ou trop spécialisée. Sachant que nous, du fait des difficultés de passage en réanimation de nombreux spé, et notamment actuellement des anciens régimes, pour l'instant, la plupart des villes en fait, font passer leurs internes en réanimation après et remplacent ce stage en fait, pendant la phase SOG par un autre stage et en fait on le fait pendant la phase d'approfondissement. Mais bon, ça c'est ce que dit la maquette. Ensuite, en phase d'approfondissement, ce qu'on nous demande, c'est de passer au moins 2 fois dans un stage en fait, à encadrement non universitaire, c'est-à-dire hors CHU. Ce qu'on nous demande aussi, c'est de faire à la fois de la dialyse, à la fois de la transplantation rénale et à la fois de la néphrologie entre guillemets froide ou de la néphrologie immunologique pour essayer de compléter le tout. On a également 2 stages libres. Donc généralement, les internes de néphro choisissent soit ils refont un 2e stage de réanimation, soit ils font par exemple de l'infectiologie, de la médecine interne, de l'hématologie, enfin des spé qui sont un petit peu autour de la nôtre et qui nous permettent en fait de développer des compétences supplémentaires qui vont être utiles après dans notre spécialité de néphrologue. Puis après vient la phase de docteur junior où on a au choix soit 6 mois, soit 1 an dans un terrain de stage en fait, qui est voué à faire de la néphrologie. Alors, souvent, quand c'est en périphérie, on fait beaucoup de néphrologie et de dialyse. On peut faire un peu de suivi de transplanté, mais il faut savoir que la transplantation ne s'effectuant que au CHU. C'est vraiment au CHU qu'on fait beaucoup de transplantation rénale. Alors, la spécialité de la néphrologie, c'est la spécialité du rein. Alors, on a une spécialité qui est médicale, donc on s'occupe vraiment que des problèmes médicaux et non pas chirurgicaux. Et donc, on a 3 grands versants, la dialyse, donc l'hémodialyse, la dialyse péritonéale et toutes les techniques d'aphérèse, comme les échanges plasmatiques, comme les diverses techniques de plasmaphérèse. Ensuite, on a la transplantation rénale. Donc là, on s'occupe de l'amont et de l'aval de la transplantation. Ce sont les chirurgiens urologues qui font le geste chirurgical. Nous, on s'occupe vraiment du suivi et puis de la préparation, de toute la logistique, des côtés immunologiques. Et puis après, ce qu'on appelle la néphrologie froide ou néphrologie immunologie, c'est toutes les maladies qui vont atteindre le rein, avec beaucoup de maladies auto-immunes, mais également du vasculaire. Il faut savoir que la première cause d'insuffisance rénale chronique, c'est le diabète, et donc on s'occupe du suivi de ces personnes-là. Et si nécessité, on les amène jusqu'aux techniques d'épuration extra-rénale ou jusqu'à la greffe. Et donc en fait, finalement, ces 3 systèmes-là sont intriqués. Alors, la néphrologie, c'est une spécialité à la fois de l'aigu et du chronique. Il faut savoir que c'est une des spécialités qui est à l'origine de la réanimation médicale, donc on a un côté vraiment assez adrénaline, on va dire, avec beaucoup d'aigus, des insuffisances rénales aiguës, des protéinuries massives, des hématuries massives, enfin, des choses qui nécessitent vraiment une réaction importante de la part du praticien pour le patient. Et puis également une partie, on va dire, chronique, donc de suivi de patients sur le très long terme, puisque l'insuffisance rénale chronique, ça peut durer très longtemps, elle nous accompagne très longtemps. Donc je pense qu'il faut savoir en fait gérer les deux. Savoir aussi avoir des capacités de réflexion, parce qu'on a
C'est une spécialité qui est réputée assez intellectuelle, alors qu'il suffit surtout de réfléchir un peu, de se poser des questions. Notamment, il y a une partie qui fait un petit peu peur aux autres praticiens, c'est les troubles hydroélectrolytiques qui ont été un petit peu attribués aux néphrologues, mais qui ne sont pas uniquement l'adage des néphrologues, dans lesquels il faut un petit peu réfléchir. Et puis après, je pense qu'il faut des qualités de bons médecins transversales, c'est-à-dire qu'on fait partie des spécialités qui se revendiquent transversales, on prend en charge nos patients, en tout cas on essaye du mieux qu'on peut de A à Z, et on ne se concentre pas uniquement sur le rein, et ça je pense que c'est très important d'avoir une ouverture à 360 degrés. Alors, j'ai choisi cette spécialité. Déjà, ça a été mon premier stage en fait en deuxième année. J'ai été affecté en fait à l'hôpital de jour de néphrologie, donc j'ai eu un avant-goût et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure au moment de l'anecdote. Je vous raconterai un petit peu ce qui s'est passé, mais il y a eu déjà un premier déclic à ce moment-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ce stage et puis après, j'ai fait la matière du coup à la fois en deuxième année et puis après pendant l'externat. Côté théorique me plaisait beaucoup, il y avait beaucoup de réflexions et de petits trucs à choper en fait, pour arriver justement au diagnostic et pour la prise en charge des patients. Le côté aigu chronique aussi, moi j'adore, enfin, vraiment c'est extrêmement complet. Et puis après je suis passé en stage, hein. Vraiment c'est les stages souvent d'externat qui font aussi les déclics. Je savais que ça pouvait potentiellement m'intéresser, mais j'ai vraiment adoré mon stage, j'ai eu de très bons internes qui m'ont guidé, des seniors qui m'ont absolument passionné. Puis le compagnonnage s'est fait et je suis arrivé à vraiment à la fin de la 5e année, je savais ce que je voulais faire et donc j'avais cet objectif à l'examen classement national, sachant que c'était une spé qui est quand même un peu difficile d'accès, hein, où il y a beaucoup de gens classés dans les premiers de l'ECN qui choisissent, donc je me suis mis un petit peu cette pression de l'avoir et finalement ça s'est bien passé, donc j'étais très content. Les points positifs, c'est justement cette transversalité. Le fait d'avoir de l'aigu, du chronique, c'est uniquement réservé à certaines spé, donc je pense que c'est vraiment un point positif. La greffe aussi, la transplantation rénale, je pense que c'est vraiment un point positif, étant donné que c'est quelque chose qui est très valorisant sur le plan des patients. Vraiment, ça redonne beaucoup d'espoir et une qualité de vie pour les patients qui est incroyable, comparé à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale. Ensuite, je dirais le travail d'équipe. On est amené à travailler avec beaucoup de spécialités différentes. À la fois les urologues, on est beaucoup en contact avec les chirurgiens urologues évidemment, mais également les cardiologues. Les insuffisants rénaux chroniques font énormément de complications cardiovasculaires, donc on est beaucoup en contact avec les chirurgiens vasculaires, avec les cardiologues. Ils font beaucoup de complications infectieuses, donc on est en contact avec les infectiologues. Enfin, voilà, on travaille avec vraiment beaucoup de spécialités de l'hôpital et je pense que c'est également une grosse satisfaction. Après, au niveau des points négatifs, le premier, je dirais, c'est peut-être les horaires. Je pense qu'après, il y a beaucoup de spécialités où on travaille beaucoup en médecine, mais ça fait partie des spécialités où on travaille vraiment beaucoup. Là, il y avait un sondage, une enquête ici sur de nombreux internes. En fait, je ne sais plus exactement, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y avait vraiment un gros taux de participation. Donc c'était assez représentatif. Et la néphrologie, en termes d'horaire hebdomadaire, chez les internes, c'était la spécialité la spécialité médicale, hein, parce qu'il y avait des spécialités chirurgicales qui étaient devant, mais où il y avait le plus d'horaires hebdomadaires. Donc forcément, ça peut faire peur à certains. Je dirais que c'est le principal inconvénient, sinon c'est beaucoup d'éclat, c'est beaucoup de satisfaction. Et moi, je ne vois pas trop d'autres points négatifs à cette spécialité, mais après, c'est un point qui est totalement subjectif. Alors, les patients, on peut les suivre toute leur vie. C'est-à-dire que globalement, il y a des patients qui arrivent avec des maladies notamment génétiques, congénitales, qui peuvent donc être pris en charge dès l'âge pédiatrique. Et puis on va les suivre en fait comme ça jusqu'à parfois la dialyse. Parfois on va les suivre, ils sont insuffisants rénale chronique et ils vont le rester toute leur vie sans arriver au stade de dialyse. Ça arrive dans certains cas, pas la majorité. Et puis on va les suivre après pendant leur greffe, pour la suite. Et puis il faut savoir que le néphrologue, il est vraiment une plaque tournante en termes de transplantés rénaux, en termes d'insuffisance rénale chronique, parce que c'est vraiment des patients qui ont des spécificités très particulières. Et donc
on a un rôle de coordination en fait, de toutes les spécialités quand il arrive des problèmes aigus nécessitant notamment des hospitalisations. Après évidemment le médecin généraliste aussi a un très grand rôle dans leur suivi, mais en termes hospitaliers on va dire qu'on est un petit peu la plaque tournante. Donc on peut vraiment les suivre toute leur vie du début à la fin. Après le type de patient, on a évidemment une population qui se vieillit, il faut dire ce qui est. Je disais tout à l'heure que le diabète était la première cause d'insuffisance rénale chronique, c'est le cas. Il y a aussi des insuffisances rénales chroniques qui sont dues à des lésions vasculaires. Il y a des glomérulopathies, il y a des tubulopathies, il y a tout un tas de maladies comme ça. Et donc finalement, on a cette population âgée qui est en train d'augmenter, mais on a également certains patients qui sont jeunes, notamment sur des maladies auto-immunes ou des maladies congénitales. Et donc on a voilà, globalement, je dirais, une 3/4 de patients à peu près âgés, et puis un bon quart de patients jeunes avec des contraintes familiales, avec des contraintes professionnelles, avec des contraintes sociales. Donc c'est très diversifié en termes de profil. Alors, le suivi des patients greffés, il se fait au départ, comme je disais tout à l'heure, uniquement au CHU. C'est-à-dire que la transplantation peut se faire uniquement au CHU et donc les premiers temps de greffe se passent vraiment au CHU. Alors, je ne vais pas parler de durée très précise parce que selon les CHU, ça va changer. Il n'y a pas un protocole universel en France. Mais en tout cas, au début, c'est uniquement le CHU. Après, le suivi se fait avec des centres éventuellement périphériques. Soit le patient est dans la région, par exemple, de Tours, en tout cas près du CHU, et dans ce cas-là, tout le suivi va se faire au CHU, avec des délais qui sont bien définis, avec des examens qui sont bien protocolisés, pareil, qui dépendent selon les centres. Après, si par exemple, là on est à Tours, le patient est à Orléans, il peut y avoir ce qu'on appelle des suivis alternés, c'est-à-dire qu'un coup, le patient va voir un néphrologue d'Orléans, et puis la fois suivante, il va voir un néphrologue de Tours. Et comme ça, le suivi se fait en communication parfaite avec les néphrologues. Et c'est quand même mieux pour le patient en termes de qualité de vie. Il y a aussi les médecins généralistes qui s'occupent de la médecine de ville. Alors on est beaucoup en relation avec les médecins généralistes. Généralement il y a des hotlines dans tous les CHU où les généralistes peuvent appeler pour recevoir des conseils ou pour demander des hospitalisations de patients si besoin. Donc il y a une coordination aussi avec la médecine de ville. Et puis après, au niveau de suivi des transplantés, alors les greffons, la moyenne de durée de vie, c'est c'est à peu près 14 ans. Ça dépend, il y a un peu plus de durée de vie des greffons chez les donneurs vivants que chez les donneurs décédés. On va dire voilà, 13-14 ans à peu près, plus si donneurs vivants. Et puis après, ça peut aller jusqu'à plus d'une trentaine d'années chez certains patients. Sachant qu'on peut faire plusieurs transplantations successives. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le patient a été transplanté une fois qu'on ne peut pas le retransplanter après. Généralement, il y a des soucis d'immunisation, mais après, ça, c'est le rôle du néphrologue d'assurer et de voir s'il y a possibilité. Oui, alors dans la plupart des CHU de France aussi, il y a des unités au moins de surveillance continue, en fait, où on s'occupe justement d'administrer ces traitements immunosuppresseurs, de faire ce qu'on appelle le traitement d'induction de la greffe, qui est une immunosuppression qui est extrêmement brutale et qui nécessite en fait des conditions d'hygiène extrêmement strictes avec des chambres à sas, etc. Et ça évidemment, ouais, c'est les néphrologues qui s'en occupent, à la fois de la gestion et puis si jamais il y a des soucis immunologiques, c'est nous qui gérons. Les chirurgicaux, on est en relation avec les chirurgiens, mais en tout cas, le patient reste en néphrologie. Vraiment, l'urologue va uniquement faire le geste chirurgical et éventuellement des complications chirurgicales s'il y a nécessité. Et puis, on a voilà, un travail d'équipe et de coordination. En tout cas, tout ce qui est immunosuppresseur, que ce soit l'induction ou l'entretien, c'est le néphrologue qui s'en charge. Alors, des gestes techniques, oui, on en fait. Ça, c'est un versant que je n'ai pas abordé, mais effectivement, on a une spécialité médico-technique qui va s'articuler autour de deux principaux gestes qui sont faits vraiment par tous les néphrologues en France, à savoir la pose des cathéters d'hémodialyse. Donc ça peut être des cathéters jugulaires, ça peut être des fémoraux. En tout cas, c'est nous qui gérons en fait cet aspect d'abord vasculaire sur des gros vaisseaux, donc avec des poses parfois au bloc, notamment pour les cathéters on va dire de longue durée. Et puis également, il y a un autre geste technique qu'on fait, on est les seuls à faire, c'est la biopsie rénale. Enfin,
pas tout à fait les seuls à faire, mais on va dire en grande majorité, c'est la biopsie rénale qui a de grands risques hémorragiques. Hein. C'est un geste qui est diagnostique, mais il y a 1% à peu près de saignement grave, donc ce qui est quand même assez énorme pour un geste uniquement diagnostique, et donc qui nécessite énormément de précautions pour éviter d'être délétère sur le patient. Et donc ça, c'est également les néphrologues qui le font sous écho-guidage. Donc c'est vraiment deux gestes importants. Après, selon les centres, il y a d'autres gestes qui vont être développés. Je sais qu'il y a certains néphrologues qui s'occupent de la création de fistules. Dans la plupart des centres, c'est quand même plutôt les chirurgiens vasculaires ou les urologues qui s'en occupent. Mais ça peut arriver pour un autre type d'abord vasculaire en hémodialyse. Et puis voilà, c'est les deux principaux gestes. Après, on fait tous les gestes médicaux, on va dire standards, des ponctions pleurales, des biopsies de glandes salivaires, des ponctions lobaires, etc. On va être amené à faire ce genre de gestes, mais vraiment les deux spécifiques, c'est ceux que j'ai cités avant. Et puis on peut les faire évidemment chez les transplantés, chez les dialysés, chez les insuffisants rénaux chroniques qu'on reçoit dans notre service. On a les responsabilités de tout médecin, c'est-à-dire des responsabilités qui sont quand même assez importantes de vie, de mort chez nos patients. Et je pense qu'il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est pas des responsabilités particulières qui sont vraiment spécifiques à notre spécialité. C'est vraiment, on est médecin, on prend en charge ses patients. Il faut que ça soit vraiment protocolisé, que tout soit cadré pour éviter l'erreur médicale et éviter que le patient décède. On a évidemment une obligation de moyens qui est extrêmement importante pour nos patients. Et puis les résultats suivent plus ou moins, mais en tout cas on a vraiment une obligation de moyens qui est essentielle comme tout médecin. Alors ouais, il y a des difficultés, hein. Je parlais de la satisfaction en fait, d'une transplantation rénale tout à l'heure. Ça c'est dans le cadre idéal, mais évidemment il y a des fois où la transplantation rénale se passe mal, où il y a des complications derrière, et en fait on va mettre un organe dans une personne avec potentiellement toutes les complications derrière. Donc il y a des statistiques qui montrent que ces patients-là ils vont moins mourir, ils vont avoir moins de complications notamment cardiovasculaires, ils vont vivre avec une meilleure qualité de vie. Donc ça c'est des statistiques. Mais après quand on se concentre sur l'individu, on peut avoir vraiment des greffes qui se passent très très mal et qui nous mettent, nous, néphrologues, vraiment en difficulté. Les patients dialysés aussi, c'est des patients qui sont extrêmement fragiles pour tout un tas de raisons et où on peut avoir beaucoup de difficultés avec eux à gérer, à manager leur santé. Pareil pour les insuffisants rénaux chroniques, hein, c'est des gens qui vont avoir des complications à la fois osseuses, vasculaires, métaboliques, de diabète. Infectieuses, enfin voilà, il y a vraiment encore tout un panel de complications qui peuvent, nous, néphrologues, nous mettre en difficulté. Et puis, comme on fait de la médecine personnalisée et que chaque individu est différent, des fois on peut avoir beaucoup de difficultés. Les abords vasculaires, on en parlait tout à l'heure, évidemment sur les gestes, on peut avoir aussi des difficultés. Soit parce qu'on a des difficultés voilà, à poser ces cathéters. Pour la biopsie rénale, on parlait, c'est surtout le risque hémorragique qui est prédominant et qui peut être délétère pour les patients. Moi, j'ai le souvenir en fait, d'un patient qui avait fait l'hémorragie, enfin un hématome en fait, de la capsule rénale sur une biopsie rénale, qui avait fait l'embolie pulmonaire qu'on avait dû anticoaguler par la suite, et qui avait refait une hémorragie derrière. Et donc, voilà, c'est tout des difficultés de gestion en fait, où des fois il y a des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre. Et c'est ce qui fait à la fois la beauté de notre métier, mais ce qui fait aussi toute sa difficulté. Alors oui, il va y avoir une évolution de notre spécialité. Le diabète est en progression, la maladie rénale chronique est en progression, et donc il y aura besoin de néphrologues dans l'avenir pour gérer finalement ces patients. Je pense qu'au niveau de l'évolution en fait, de notre métier, évidemment, il va y avoir des nouvelles progressions en termes techniques. Par exemple, on parlait de la fistule artério-veineuse. Il y a déjà des fistules artério-veineuses qui se font non pas par voie chirurgicale, mais maintenant qui commencent à se faire par voie percutanée. La biopsie rénale également, il y a des nouvelles techniques qui sont en train d'apparaître. Au niveau des maladies auto-immunes, maintenant, il y a aussi beaucoup de traitements avant-gardistes, notamment des anticorps monoclonaux qui sont en développement dans beaucoup de maladies rénales. Donc tout ça, c'est en plein boom, c'est en pleine évolution. Comme toutes les spécialités, on est obligé de se remettre à jour régulièrement pour être à la page, pour être
top de la prise en charge de nos patients. Et donc je pense que le néphrologue va avoir un rôle médical en termes de santé publique vraiment extrêmement important. Un rôle de coordination, comme je disais tout à l'heure, auprès des autres spécialités à partir du moment où il y aura des patients qui auront des fonctions rénales un petit peu vacillantes. Et puis après on va voir la répartition parce qu'il y a certaines réanimations qui font de l'insuffisance rénale aiguë par exemple, il y a des urologues qui prennent en charge certaines pathologies habituellement attribuées on va dire aux néphrologues. Donc ça va avoir un impact, on va voir comment vont se répartir un petit peu les cartes dans les temps futurs. Et puis ça sera au néphrologue vraiment d'essayer de montrer qu'il est important dans cette prise en charge et dans ce rôle de coordination. Ensuite, il y a autre chose qui va arriver et qui est, je pense, essentiel, c'est l'IPA, l'infirmière de pratique avancée. Il y a des IPA, il y a une spécialité néphrologique des IPA parmi les 4 spécialités qui ont été avancées récemment. Et donc le rôle aussi de cette infirmière de pratique avancée reste à définir. Sa place dans les services de néphrologie reste à définir et donc je pense qu'il y a des évolutions passionnantes qui arrivent dans notre métier. Des glissements de tâches, des nouvelles tâches, des choses vraiment passionnantes dans le futur.